Docteur Denis Mukwege. Pas de démocratie au Congo, sans alternance. Chaque Pas de démocratie au Gabon, sans justice fiscale et au Marc pas de démocratie Afrique entière, sans bonne gouvernance. Indiscipline, oui, à l'alternance démocratique et à l'Afrique. Lucha Filimbi, rêvé des indignés. démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Oh. Fidèle Muchungu, Clément Mushagalusa. Démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Oh. Félicité Irenge. Pas de démocratie Au Togo, sans alternance. Brigitte Pas de Megapi, démocratie au Cameroun, sans justice fiscale et au Bikoko, pas de démocratie Afrique entière. sans bonne gouvernance. Indiscipline, oui, à l'alternance démocratique et à l'Afrique. C'était Kimengele. Maître Néné Bintou. Docteur, je m'appelle démocratie. Je veux venir en Afrique, précisément au Congo. Est-ce que je peux avoir une place au pays de Lumumba, pays de Kassavou? Laisse-moi entrer. Nicolas Lubala. Pas de démocratie Au Niger, sans alternance. Isaga, Pas de démocratie au Congo, sans Brazza, justice fiscale et au Prisma pas de Kosso, démocratie Afrique sans entière. bonne gouvernance. Indiscipline, oui, à l'alternance démocratique et à l'Afrique. Madame Pascaline Talemwa. Africa, Donado Musema. Kongomani, tulishalia muda mrefu kuanzia wakati wa kikoloni. Tuliuza kama nyama, Banduku. tulichinjwa kama ng'ombe. Kongomani tusisahau, Huruma. wema wetu umetuponza. Tais Zindula. Kongomani fungua macho, Fungua macho. Fungua macho. macho. Oh, Burundi, Sans alternance, Janvier pas de Bikimono, démocratie oh sans Tchad, justice fiscale et au Najo pas de Kaina, démocratie Afrique sans entière. bonne gouvernance. Indiscipline, NDCD, oui, à l'alternance démocratique. démocratique et à l'Afrique. Merci à la Cour constitutionnelle du Kenya pour cette belle leçon de la démocratie. Prends le pouvoir, à qui de toi, pouvoir, Africa, à qui de toi, pouvoir, Africa de Mandela, à qui de toi, pouvoir, Africa de Jomo Kenyatta, à qui de toi, pouvoir, Africa de Lumumba, à qui de toi, pouvoir, Africa de Kwame Nkrumah, à qui de toi, pouvoir, Africa de Thomas Sankara. à qui de toi, pouvoir, rendre au peuple, à qui de toi, pouvoir. NDC dit merci au Secours catholique France. Monsieur Philippe Maurier, Laurent Duarte, Étienne Le Forestier et Ousmane Sarr. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 30 minutes live. C'est notre troisième émission et merci aux fidèles qui sont déjà là. Je vois Sandrine Ngoma, Jean Racheté de Dieu, Kevin Raphaël, Chris Bouka, Adèle Frédéric Andong. Ah, toi, tu arrives vraiment au bon moment, Adèle. Hein? Tu t'es connectée juste au moment où ça commence. Nick Damani, il est là depuis lui, hein? Leila Montero, Alice Aingon, Lina Cooper. Donc, merci à vous d'être déjà connectés. J'ai vu Zogué, qui a le même nom que moi. Je ne comprends pas pourquoi, mon nom de jeune fille. Momo Suki Pembe Somo,
Je vois Persis Moulungi. Donc voilà, ceux qui sont déjà connectés, ben, partagez. Merci d'être là pour notre émission 30 minutes live. Nous avons des choses à partager parce que nous avons un pays à construire, le Gabon, nous avons un continent à construire, l'Afrique. Nous ne pouvons pas nous résoudre à la fatalité que les dictatures veulent nous imposer. Nos pays ne sont pas condamnés à être pauvres, d'autant plus qu'ils ont les ressources naturelles pour être riches. Nos populations ne sont pas condamnées à vivre dans la misère qu'on leur fait subir depuis tant d'années. Je pense à 50 ans pour le Gabon, 50 ans pour le Togo, 38 ans pour la Guinée équatoriale, le Cameroun, 27 ans pour le Tchad, 28 ans pour le Tchad. Tiens, au Burundi, le guide suprême éternel veut être président jusqu'en 2034. Donc voilà, mais ils veulent être président. Pourquoi faire? Pourquoi faire pour continuer d'opprimer leur propre population? Nous sommes de ceux qui avons dit non. Nous pensons que nous avons autre chose à offrir, nous avons un autre avenir à construire pour nos États, pour nos nations, pour nos populations. Et ça, nous le faisons par patriotisme, c'est-à-dire par un amour profond pour nos nations et pour nos peuples. Et nous voulons que nos peuples recouvrent la dignité qui est la leur. L'Afrique n'est pas condamnée à être le continent dont on se moque. Les Africains ne sont pas condamnés à être ce que l'on dit ne pas être entrés dans l'histoire. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas du tout la vérité. Et nous sommes là pour nous battre pour une autre Afrique, pour un autre Gabon. Donc merci d'être connectés déjà. Alors il y a des gens que je cherche, que je ne vois pas encore, donc j'espère que vous allez arriver. Donc nous sommes là pour notre émission 30 minutes live qui porte pour cette émission sur la fausse démocratie, élections en Afrique et classification des élections en dictature. Je veux nous rappeler le principe, le concept de l'émission. Donc ce sont des échanges thématiques. On a un invité aujourd'hui que je nous présenterai tout à l'heure. Vous pouvez appeler par Skype, donc 30 minutes live, DLN. Et puis, il y a le site internet laurencedong.com sur lequel vous pouvez aussi faire des suggestions de thèmes, des questions. Il y aura certainement des séances qui ne seront destinées qu'aux questions-réponses. Alors aujourd'hui, nous allons parler de fausse démocratie, élections en Afrique et classification des élections en dictature. Et pour parler de cela, nous avons un invité qui est Régis Marzin. Régis Marzin, c'est un journaliste et un chercheur indépendant qui travaille sur la démocratisation, dont les travaux de recherche portent sur la démocratisation en Afrique depuis 1990. Il travaille sur les 55 pays de l'Afrique. Et depuis 9 ans, il s'est spécialisé dans l'étude des élections, des processus électoraux en Afrique. Il publie régulièrement des dossiers. Ces dossiers sont disponibles sur son blog Regard Excentrique, dont on vous affichera l'adresse tout à l'heure. Donc vous pourrez tous les retrouver. J'étais sur un plateau de télé récemment et il y a une journaliste qui s'est permise de me dire que quand on parle de dictature, c'est une caricature. Parce que pour elle, la dictature ne correspond pas à des critères, à des faits qui permettent de classer un pays comme étant une dictature. L'émission du mois de mars, j'ai parlé des différents régimes et j'ai démontré ce qu'on entend par dictature. Donc c'est très loin d'être une caricature. Il faut le dire à ceux qui perdent leurs enfants parce que ces régimes-là sont des régimes totalitaires. Il faut dire que c'est une caricature à ceux qui continuent de voir leurs parents disparaître comme Armel Grand Calais que nous cherchons encore au Gabon, comme Stempy Obam, comme Alain Bella, que nous cherchons, nous n'avons pas de nouvelles depuis le mois de décembre pour les uns, depuis le mois de janvier pour les autres. Il faut le dire à la famille de Bertrand Zibi qui est injustement emprisonné depuis bientôt 2 ans. Il faut le dire à la famille de Landry Washington qui est lui aussi injustement emprisonné. Hervé Mombo qui est là-bas depuis 1 an maintenant, pour des raisons on ne peut plus fallacieuses. On pense à M. Oyougou, on pense à M. Massavala, je pense aussi à M. Mapessi et à tous ceux qui sont injustement, arbitrairement emprisonnés au Gabon. Je n'oublie pas mes 26 camarades du Niger qui ont été injustement emprisonnés par Issoufou. Le 25 mars, il en a pris 23, parmi lesquels Ali Idrissa.
qui est un des membres, un des piliers de la campagne Tournons la page au Niger, on leur reproche de participer à une manifestation non autorisée, alors même que la constitution du Niger autorise la liberté de manifester. Mais parce que eux, ils ont décidé de manifester contre une loi des finances inique qui fait des cadeaux aux multinationales et demande un effort surhumain aux populations qui sont déjà accablées par la pauvreté. On leur interdit de manifester. Et avant-hier soir, ils sont allés chercher Maïkoul Zodi, qui est le coordinateur de Tournons la page Niger. Donc aujourd'hui, nous avons 26 camarades qui sont injustement emprisonnés au Niger. Et voyez-vous, le comble du cynisme, c'est qu'ils ont été envoyés dans des prisons entre 80 et 100 kilomètres de Niamey. Ali Idrissa est dans une prison de haute sécurité à 180 kilomètres de Niamey, là où il n'a aucune famille. Nous connaissons les conditions de vie dans ces prisons-là. Le mois dernier, je vous ai montré les conditions de vie à la prison de Libreville. Elles ne sont pas différentes. Mes camarades tchadiens m'ont dit que les conditions de vie dans les prisons au Tchad sont encore pires que ce que j'ai montré au Gabon. Donc, quand on envoie quelqu'un dans une prison, dans une ville où il n'a pas de parents, on sait que personne ne lui apportera à manger, on sait que personne ne lui apportera de l'eau. Donc, tout est fait pour saper son moral et pour les conduire à peut-être une mort lente, mais nous, face aux dictatures, nous ne lâcherons absolument pas. Parce que nous nous battons pour des populations qui sont injustement affamées, injustement contraintes à la pauvreté. Nous le faisons parce que nous sommes des humains. Et nous estimons que c'est notre devoir d'humain de nous battre pour améliorer notre monde, pour améliorer notre univers, pour améliorer notre environnement immédiat. On ne peut pas prétendre qu'on va changer le monde. Je ne vais pas aller changer les États-Unis, mais je peux changer, je peux me battre pour que le Gabon change. Je peux me battre pour que le Cameroun change, pour que le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, que ces pays d'Afrique-là, dont je me réclame, nous avons les mêmes origines, nous avons les mêmes cultures, nous sommes un même peuple. Ce sont les autres qui ont mis les frontières. Je me bats pour que mon peuple recouvre sa dignité. Et donc, on ne peut pas dire que quand on parle de dictature, nous sommes dans la caricature, nous sommes dans des faits que des familles vivent aujourd'hui quotidiennement sur le continent. Et donc, pour parler de ces questions, j'ai vraiment voulu inviter Régis parce qu'il est en plein là-dedans. C'est un chercheur, donc il a des travaux. Vous pourrez les consulter sur le blog Regard excentrique et le dossier le plus récent qu'il a sorti porte sur les processus, justement les processus électoraux. Est-ce qu'on doit continuer d'aller à des élections en dictature? À quoi servent les élections? Donc, il les a classifiées, il les a étudiées, il les a regardées de très près. Et donc, nous allons avoir aujourd'hui l'intervention d'un chercheur. Au moins, on ne nous dira plus que c'est de la caricature ou que ce sont des lubies, que nous imaginons des choses ou que nous avons des discussions de quartier, que nous ne savons pas de quoi nous parlons. Et donc, nous allons accueillir Régis. Voilà. Coucou Régis, bonjour. Bonjour, je suis avec vous. En tout cas, Régis, merci d'avoir accepté d'être avec nous à 30 minutes live ce soir. Le mois dernier déjà, tu étais mon invité, mais bon, on n'a pas pu se connecter pour que tu puisses intervenir aussi dans la classification des régimes politiques, parce que c'est de ça dont il a été question la dernière fois. Mais bon, je sais que tu es versé dans l'étude de la démocratisation de l'Afrique depuis 1990 et tes études ne se limitent pas à un seul pays, puisque tu étudies la démocratisation du continent sur les 55 pays que compte le continent. Et depuis 9 ans, tu t'es spécialisé dans l'étude des processus électoraux en Afrique, hein, dans les 55 pays du continent. Et d'ailleurs, tu viens de publier sur ton blog Regard excentrique un dossier qui résume un tout petit peu, un dossier de 26 pages, qui résume les processus électoraux. Donc, tout ce dont nous allons parler aujourd'hui, ceux qui veulent approfondir le sujet, il suffira de vous rendre sur le blog de Régis Marzin, Regard excentrique, et vous aurez toutes les informations. Ce sont des études très touffues, très détaillées. C'est vraiment un travail minutieux que Régis abat sur cette question de la démocratisation de l'Afrique. Alors, puisque tu étudies cette démocratisation depuis 1990, que pourrais-tu nous dire?
ça va être difficile de résumer les travaux de 28 ans, mais bon, dis-nous quand même quelque chose. Que j'ai pour parler des élections en Afrique, c'est d'avoir travaillé depuis 2009 et d'avoir discuté, recueilli énormément de témoignages à Paris des démocrates africains qui contestaient les processus électoraux et d'avoir constaté qu'il y avait des constantes, que ça se passait à peu près toujours de la même manière. Et donc, moi, j'ai repris pour l'histoire électorale de tous les pays d'Afrique, des 55 pays. Donc, j'ai été chercher des documents sur Internet surtout, sur les à peu près 540 élections entre 1990 et 2017, des législatives et des présidentielles. J'ai même été regarder toutes les élections locales pour regarder un petit peu ce qui se passait au niveau local. Et puis, donc j'ai regardé et j'ai comparé l'histoire de la nature des régimes et j'ai cherché à quel moment les pays se démocratisaient à un moment de leur histoire. Et donc j'ai étudié globalement l'histoire de la démocratisation de l'Afrique au travers de ces processus électoraux. Et donc j'ai constaté un certain nombre de choses dont je peux vous parler ce soir. Donc la première règle qui s'est dégagée de mes travaux assez rapidement, c'est que en fait, la qualité des processus électoraux dépend essentiellement de la nature du régime organisateur. C'est-à-dire que dans les démocraties, on n'aura quasiment que des bonnes élections et dans les dictatures, on aura des élections, des mascarades électorales, et on va pouvoir les classifier un petit peu mieux, des processus électoraux détournés essentiellement, ou alors des processus électoraux détournés le jour du vote ou en amont, et dans quelques cas, des inversions de résultats. Donc ces processus électoraux, on les retrouve tout le temps dans les régimes dictatoriaux, et finalement, une élection dans un régime dictatorial, ce n'est pas un élément de démocratie, c'est un élément contre la démocratie si c'est organisé à la manière des dictatures. Donc finalement, quand on nous dit organiser une élection en Afrique, quand le pays n'est pas déjà en démocratie, quand il n'y a pas eu une étape de transition vers la démocratie, un passage net vers la démocratie, et que ce passage est clairement identifié dans l'histoire de ce pays, en fait, quand ce pays reste une dictature, le fait d'organiser une élection est a priori, sauf exception, il y a des rares exceptions, est plutôt un élément qui va renforcer la dictature plus qu'autre chose et non pas apporter la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, elle ne vient pas petit à petit au fur et à mesure qu'on organise des élections. Non, ça c'est un mythe, c'est une propagande. Non, les élections qui s'organisent en dictature ne font qu'aggraver la situation de la dictature. Et donc il y a une espèce de désinformation depuis 1990 sur le fait que les élections apportent la démocratie, alors qu'il n'y a pas de transition, s'il n'y a pas de transition vers la démocratie bien identifiée. En fait, les problèmes aussi viennent que ce système a été mis en place à la suite des partis uniques des années 80 et qu'en fait, il y a eu une période de transition continentale entre 1990 et 1994. Pendant ces 5 années, au départ, il y a déjà 9 pays avec des régimes qui avaient le choix d'aller vers la démocratie ou de la refuser. Et finalement, il y a 9 pays dans lesquels ça s'est bien passé, 9 anciens partis uniques qui sont allés correctement vers la démocratie entre 1990 et 1994. Donc c'est à partir de 1995 que ça se gâte et qu'il n'y a plus de pays qui vont correctement s'installer en démocratie. Et donc tout mon travail consiste à reprendre l'histoire des élections depuis 1990 et de retrouver une logique globale. D'accord. Donc, moi, j'ai noté. J'espère que ceux qui nous regardent ont pu noter déjà. Moi, j'ai noté ceci qui est très important. Régis nous dit qu'organiser des élections en dictature, en fait, c'est un élément plutôt contre la démocratie. Et ça, je l'ai lu quelque part et je reviendrai dessus tout à l'heure à la fin. En effet, les travaux de Régis le confirment, parce qu'il y a eu d'autres travaux que j'ai lus qui parlaient de cela, qui disaient qu'en fait, les élections en dictature ne servent qu'à renforcer la dictature parce qu'elles lui donnent un visage
de démocratie alors qu'il n'en est absolument, il en a absolument rien. Une deuxième chose que je relève dans le propos de Régis, c'est que on n'accède pas à la démocratie par petites touches au fur et à mesure qu'on organise des élections. Notre terme, une dictature, reste une dictature et donc il faut trouver un moyen pour contrer cette dictature et ce moyen, semble-t-il, ce ne sont pas les élections, puisqu'on est à 28 ans d'élections en dictature, si on part de 90 à 2018, et on se rend compte que ces dictatures, ces pays qui ont choisi de s'ancrer dans la dictature, notamment dès 1995, le sont restés presque tous jusqu'aujourd'hui, à quelques exceptions près. Et 2016 a été une année électorale et j'ai vu l'étude que Régis, tu as réalisée sur les élections de l'année 2016. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelque chose? Donc déjà, je voudrais affiner un peu ce que tu viens de dire. Il ne faut pas laisser croire qu'on n'a pas besoin de toutes les élections en dictature pour quand même continuer à progresser. Ce n'est pas parce que ça se passe très mal encore pour l'instant que peut-être dans les années à venir, on aura les moyens de contraindre des régimes dictatoriaux à organiser sous contrainte des processus électoraux corrects. C'est en fait un peu le rapport de force qui s'établit au Congo-Kinshasa en 2018. C'est s'il y a des contraintes qui mettent la pression sur un régime, est-ce que finalement on va peut-être avoir une élection correcte et ça fait une espèce de guerre de tranchées. Et donc il faut dire aussi que toutes les élections qui ont eu lieu en dictature ont permis certains progrès, mais elles n'ont pas abouti à faire tomber la dictature, mais elles ont quand même abouti à faire à obtenir certains progrès. Par exemple, la population a pu se relier à une opposition a pu s'organiser dans la lutte, et le fait que la population ait pu identifier des leaders dans l'opposition, c'est très important. Aussi, dans certains pays, on voit que la population pouvait aller vers la lutte armée et avec les élections, même en dictature, même si ça se passe mal, elle se détourne de la lutte armée et elle va vers une lutte pacifique et qui peut être une bonne base pour le futur. Donc, il ne faut pas laisser croire qu'il n'y ait pas besoin quand même des élections en dictature, même si ça se passe mal. Voilà, pour revenir sur l'année 2016, l'année 2016 a été l'année des inversions de résultats, l'année des inversions des résultats à la compilation des procès-verbaux et à l'annonce des résultats officiels. Donc, en fait, les inversions de résultats, il y en avait depuis un certain nombre d'années. Je crois que ça a commencé au Cameroun en 1992, si ma mémoire est bonne. Et en fait, c'est plutôt un phénomène qui est spécifique aux ex-colonies françaises. Il y a très peu d'inversions dans les ex-colonies anglaises et dans d'autres pays. Et en fait, c'est très spécifique, comme les modifications de constitution pour enlever les limites du nombre de mandats, c'est spécifique aux ex-colonies françaises. Ce qui montre que globalement, il y a une situation bien plus mauvaise dans les ex-colonies françaises. Et donc, il y en avait des inversions de résultats une fois de temps en temps, une fois tous les 2-3 ans. Donc, il y en avait 8 jusqu'à début 2016. Et tout d'un coup, on a eu une année 2016 catastrophique à ce niveau-là. Les inversions de résultats se sont enchaînées sur 4 en un an, en commençant au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, c'est une élection où il n'y a pas eu du tout de résultat. Les chars sont sortis dans la rue et le résultat a été imposé de force, inventé totalement. À Djibouti, c'est un processus électoral détourné en amont qui finit sur une élimination du deuxième tour. Il n'y a pas eu de deuxième tour et puis le résultat a été totalement inventé grâce à des procès-verbaux inventés. Au Tchad, le résultat a été inversé. On ne sait même pas si Déby allait au second tour. Il a complètement modifié les procès-verbaux et donc il a empêché le second tour d'être organisé. Et donc il a, d'une certaine manière, fait une inversion de résultat au premier tour en enlevant le second tour. Et donc Idriss Déby a participé à une seconde inversion de résultat en aidant Ali Bongo en septembre 2016. Et donc cela fait 4 inversions. Et donc ce qui est terrible dans cette année, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction internationale par rapport à ces inversions.
Donc, le coup de force des dictateurs africains de 2016 a été obtenu dans le silence de la communauté internationale. Et donc, ça a laissé une trace indélébile, historique, ce silence autour des inversions. Et on retrouve la trace au Gabon actuellement de ce silence, de cette impossibilité de faire bouger la communauté internationale sur l'inversion de résultats au Gabon. Et l'inversion de résultats au Gabon a été celle qui a été le plus visible. En fait, à cause de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, cette inversion a été correctement observée. Donc, il y a toujours une procédure à la CPI, il y a toujours le processus de Cotonou sur le Gabon. Ça n'avance pas beaucoup, mais ça existe. Et donc, du coup, c'est l'inversion la plus observée depuis le début de l'histoire, depuis 1990. En fait, c'est déjà la seule inversion de résultats qui a été observée correctement par une mission d'observation européenne. Les missions d'observation européennes, ce sont les seules sérieuses. Et donc, au Tchad, juste avant, il n'y avait pas de mission d'observation, il y avait juste une mission d'expertise qui n'avait pas de résultats publics. Donc, c'est important cette inversion de résultats au Gabon parce que ça donne une idée de ce que des réactions internationales par rapport aux inversions de résultats finaux. Donc c'est important de savoir déjà que ça se passe surtout dans les ex-colonies françaises. Ça veut dire que dans le monde anglophone, on ne sait pas ce que ça veut dire une inversion de résultats puisque les présidents anglophones ne vont pas jusqu'à là, ils n'ont pas ça dans leur culture. Ou très peu, au Zimbabwe un petit peu. Donc, voilà, donc on se rend bien compte que les processus, donc c'est en Afrique francophone, dans les ex-colonies françaises, que l'on a, j'ai envie de dire, institué l'inversion des résultats lors des élections, notamment lors des élections présidentielles. Moi, je note aussi autre chose que tu as dit tout à l'heure, c'est que, donc finalement, on peut aller à des élections dans une dictature, mais il faut prévoir les moyens de pression, il faut contraindre, il faut encadrer l'élection pour emmener la dictature à organiser les élections correctement. Ça veut dire qu'une dictature de par elle-même n'organise pas des élections pour les perdre en fait. Tout le système est mis en place pour toujours gagner les élections et se maintenir au pouvoir. Oui, c'est ce qu'on a déjà dit un petit peu tout à l'heure. Donc, il y a une règle des élections en dictature, c'est que le dictateur n'organise pas pour perdre. Donc, ça se vérifie sur 540, pas sur 540, mais à peu près la moitié de 540 élections qui ont été organisées dans les régimes dictatoriaux depuis 1990. Donc, il n'y a que quelques exceptions. Il y avait des anciens présidents de partis uniques qui, dans les années 90, hésitaient un petit peu entre démocratie et dictature. Et puis, finalement, grâce à la limitation à 2 mandats, ces présidents hésitants ont fini par quitter le pouvoir. Et il y a eu des alternances au Ghana et au Kenya en 2000 et en 2002. Et puis, la troisième exception... c'est en Gambie 2016, là, c'est finalement une intervention armée qui a obligé le chef d'État à accepter qu'il avait perdu. Bon, lui, il avait mal calculé son détournement en amont. Lui, il voulait faire pression sur l'opposition, enfermer les opposants et que l'opposition perde à cause de ça. Et donc, il a mal calculé. Puis finalement, une intervention de la CEDEAO l'a contraint à partir. Et il y a eu aussi quelques demi-exceptions à la règle quand... Sassou Nguesso a perdu le pouvoir en 1992, et puis au Nigeria aussi. Et puis il y a ainsi 3 cas comme ça où un dictateur a perdu, mais il est revenu par la force. C'est-à-dire qu'il avait perdu électoralement au début des années 90, et puis il ne supportait pas, donc il a cherché un moyen de revenir, et ça a été la guerre, ça a été la lutte militaire pour reprendre le pouvoir. Donc du coup, ce ne sont pas des exceptions, puisque le président n'a pas accepté une défaite. En tout cas, merci Régis pour ton intervention. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, pour ceux qui nous regardent, vous pouvez écrire vos questions. Vous pouvez écrire vos questions dans les commentaires si vous en avez. Et voilà, et Régis pourra y répondre. En ce moment, on débat beaucoup au niveau du Gabon sur est-ce qu'il faut aller aux législatives, est-ce qu'il faut pas y aller. Et moi, je voulais porter le débat un peu plus loin
pour dire que est-ce que c'est vraiment une question simplement des législatives ou c'est plutôt l'ensemble des élections en dictature en fait. La dictature n'organisera pas une élection, ne permettra pas qu'une élection lui permette de perdre son pouvoir, lui permette de perdre la majorité à l'Assemblée. Sinon, ce ne serait plus une dictature. S'ils voulaient accepter la transparence, ils accepteraient la transparence de toutes les élections, puisque leur objectif final, c'est simplement de garder le pouvoir. Alors, disons que sur le cas du Gabon, en fait, on a des législatives qui suivent les inversions de résultats dans tous les pays où il y a eu des inversions de résultats en 2016. Donc, les législatives ont déjà eu lieu à Djibouti, au Congo-Brazzaville. C'était des mascarades totales qui n'avaient aucun sens. Et puis, il reste 2 législatives qui sont en attente, celle du Gabon et celle du Tchad. Donc, moi, là, je constate simplement que au niveau de l'opposition, il y a eu 2 positionnements différents au Tchad et au Gabon, c'est-à-dire que l'opposition du Tchad qui avait constaté l'inversion de résultats a dit bon, on ira quand même aux législatives de toute manière, et il y avait consensus de l'opposition tchadienne pour dire on ira aux élections législatives. Et à cause des massacres au Gabon, des centaines de morts qui ont été tués pendant l'inversion, en fait, la réaction a été très forte contre les législatives dans l'opposition gabonaise. Et donc, on arrive à un flou sur le fait d'aller ou pas dans les législatives. Mais là, en tant que chercheur et journaliste, je n'ai pas d'avis à donner. Je constate juste qu'il y a eu, à partir de l'année 2016, une divergence de stratégie entre 2 pays. Et que du coup, c'est un débat assez complexe. En tout cas, merci beaucoup Régis d'avoir été avec nous pendant cette émission. Donc, je te remercie. Si tu me laisses encore juste 2 minutes. Oui, je te laisse 2 minutes pour conclure. Donc, pour vraiment répondre à la question de la classification des processus électoraux dans les dictatures, en fait, c'est important. Moi, j'ai pris 120 ou même 110 élections présidentielles de 1990 à 2016. Et j'ai regardé quel avait été le type de détournement du processus électoral. Et donc, ce qui est majoritaire, largement majoritaire, c'est les détournements en amont. C'est-à-dire qu'un dictateur qui organise une élection, sa préférence va vers le détournement en amont. Il veut que ça se passe simplement et qu'en fait, il y ait une impression de démocratie, ou que le jour du vote, il n'y ait pas beaucoup de fraude et qu'il n'y ait pas d'inversion. Au final, lui, ce qui l'intéresse, c'est que ce soit une inversion en amont. Donc, il a plusieurs techniques pour inverser le résultat, pour détourner le processus électoral en amont. Il a déjà de jouer sur le contexte, empêcher le débat politique avant le processus électoral. Il a de désorganiser totalement l'opposition. Donc, il y a des dictateurs en Afrique qui sont vraiment champions dans la désorganisation de l'opposition. Par exemple, à Djibouti, c'est phénoménal les techniques qui sont employées pour désorganiser l'opposition. Il y a le contrôle de toutes les institutions qui organisent le processus électoral, ou encore il a les manipulations autour du fichier électoral. Donc, grâce à ces techniques, en fait, 76% des élections présidentielles depuis 1990 en dictature ont été détournés en amont, et donc seulement 22% ont été boycottés, donc il reste ensuite une dizaine de pourcents qui ont été inversés le jour du vote, c'est-à-dire avec des bourrages d'urnes essentiellement, et ensuite l'inversion à la compilation des procès-verbaux et à l'annonce officielle, c'est seulement 10% des cas. Et après, il y a les quelques exceptions de processus électoraux corrects en dictature qui sont juste 3 présidentielles. Donc, en fait, il faut retenir qu'un président en dictature, il préfère détourner le processus électoral en amont. Et sur la présidentielle du Gabon en 2016, l'opposition a créé la surprise en annonçant une alliance au dernier moment. Et sinon, le processus électoral aurait été détourné en amont par les manipulations habituelles qui auraient suffi par quelques fraudes à la fin, à avoir un processus avantageux pour le pouvoir sortant. Et donc, c'est l'alliance qui avait permis
qu'on arrive à cette situation difficile pour le régime où il a été obligé d'inverser et que ça se voit. En tout cas, merci beaucoup Régis. Donc pour tous ceux qui veulent approfondir le sujet, vous pouvez aller lire les dossiers de Régis. Comme je vous ai dit, ce sont des études assez fournies, très très bien menées. La méthodologie est claire. Et donc, vous allez vous rendre compte que, voilà, de ce qui se passe. Et je pense que là, on a eu déjà suffisamment d'éléments pour comprendre les processus électoraux en dictature et savoir comment s'y prendre, comment s'y préparer et quel espoir on peut placer dans ces différentes élections si on veut arriver à l'alternance au pouvoir. Parce que c'est ça notre problème, on veut arriver à l'alternance, on ne veut plus être gouverné par les mêmes parce que leur bilan est négatif. Ce n'est pas une affaire de personne, ce n'est plus une affaire de famille, ce n'est plus une affaire de clan, c'est une affaire que depuis 50 ans, les mêmes dirigent le pays et les conditions de vie des populations ne cessent d'empirer. Et l'état économique, l'état des infrastructures, nos pays sont au sous-sol, pendant que eux, leur richesse familiale n'ont cessé de s'accroître. Donc, on ne peut pas continuer simplement de regarder parce que, comme on le verra tout à l'heure au Gabon, encore les gens meurent de maladies qui ne tuent plus nulle part ailleurs dans le monde. Et on ne peut pas regarder cela sans rien faire quand on a un minimum d'amour pour sa patrie, c'est-à-dire quand on a un minimum de patriotisme. Donc, merci Régis. Je t'inviterai encore pour 30 minutes live. Tu as encore beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à nous apprendre et vraiment merci pour ta disponibilité. On arrête là? Oui, c'est terminé pour toi. Merci beaucoup. Je n'entends plus Régis. Il est en train de parler, la régie. Oui, Régis, tu disais, on est revenu à toi. Les questions, mais je ne voyais pas l'heure passer. Oui, justement. Alors, qu'est-ce que je vois comme question? Il n'y en a pas quasiment. Je pense qu'on a écouté tes paroles. Ça a été très clair. Je regarde ici. Merci Régis pour ces infos. Voilà. Les gens te disent plutôt merci. Je vois des pouces en l'air et je ne vois pas de questions. Donc, je ne vois pas, il n'y a pas de questions, il y a plutôt des remerciements et des félicitations. Voilà. Merci, très bien. Alors, au revoir. Au revoir, Régis, à bientôt. Donc, voilà, donc je remercie Régis Marzin pour cette intervention. Je pense qu'on a tous suivi attentivement. C'est vrai que nos 30 minutes sont arrivées à leur terme. Je vais prendre encore 3 minutes pour conclure. Et on voit ici, je reviens sur cette citation de Staline, hein, qui dit que le résultat des élections n'est pas entre les mains de ceux qui votent, mais entre celles de ceux qui comptent les votes. Et c'est malheureusement ce à quoi la dictature nous a habitués. Elle nous a habitués au processus élection, fraude, manifestation, répression, dialogue et puis partage du pouvoir entre le perdant qui est au pouvoir et les vainqueurs qui ont été déclarés perdants. C'est ça à quoi malheureusement on est habitué. Et on s'est rendu compte à travers notamment toutes ces élections que Régis a étudiées que en fait une dictature ne tombe pas par les élections. Voilà ce à quoi on est arrivé. Les élections profitent à la dictature parce qu'elle lui donne un visage de démocratie. Et on en revient à dire qu'il faut qu'on trouve un moyen pour faire tomber la dictature, pour lui mettre la pression, parce que Régis l'a dit tout à l'heure, il faut contraindre les dictatures à organiser des élections correctes. Donc, il ne s'agit pas de ne pas aller aux élections, mais si on va à l'élection, si on décide d'aller à l'élection, il faut qu'on ait les moyens pour contraindre la dictature à organiser des élections correctes. On a vu Régis nous a expliqué comment il manipule les élections en amont. On s'est rendu compte que le Gabon, malheureusement, est dans le cas des 10% d'élections où il triche avec inversion de résultats, donc le jour du vote et lors de la compilation. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? J'espère que ceux qui veulent aujourd'hui encore aller aux élections ont mis en place les contraintes qu'il faut pour s'assurer qu'il n'y aura ni manipulation des votes en amont, ni manipulation après l'élection, ni à la compilation, ni à quoi que ce soit. Parce qu'en réalité, le Gabon, c'est quoi? C'est une dictature militaire. Ali Bongo ne compte pas sur les élections, ni sur quoi que ce soit pour se maintenir au pouvoir.
Regardez bien les statistiques que je vais vous donner là. Au Gabon, on a 21 849 militaires, tout confondu, gendarmerie, police, armée, contre 12 301 agents de santé publique pour une population de 1 700 000 habitants. Le Sénégal, qui a une population de 15 410 000 habitants, n'a que 19 000 militaires. Donc, si on compare, on va se rendre compte qu'au Gabon, on a un militaire pour 78 habitants et un agent de santé pour 138 habitants. Tandis qu'au Sénégal, c'est un militaire pour 811 habitants. Donc, il en ressort qu'au Gabon, on nous surveille plus qu'on ne nous soigne. On nous surveille plus qu'on ne nous soigne. Ali Bongo s'est doté d'un système d'écoute qui lui a coûté 10 millions d'euros et qui est l'un des meilleurs au monde. Malheureusement, ils n'ont pas le personnel adéquat pour l'utiliser, donc ne vous inquiétez pas, ils n'écoutent pas tout le monde. Ils n'écoutent que des personnes qui sont fichées et des personnes qui utilisent certains mots. Donc si quand vous parlez, vous citez président de la République, Ali Bongo, ils vont vous écouter ou si vous êtes déjà fiché. Mais sinon, vous pouvez discuter normalement. Comme d'habitude, ils ont investi beaucoup d'argent dans un système qu'ils ne sont pas capables d'utiliser à bon escient. Donc juste pour nous dire qu'ils mettent plus d'argent pour nous surveiller, plus d'argent dans la répression parce que leur pouvoir repose sur la force. Il repose sur la force. Est-ce que le Gabon est un pays en guerre? Est-ce que le Gabon est un pays en guerre? Est-ce qu'on peut revenir sur la diapositive que je suis en train de présenter? Est-ce que le Gabon est un pays en guerre? C'est une dictature avec un État militaire. Si on prenait l'exemple du Sénégal, qui est un pays émergent, au Gabon, on devrait avoir au total à peu près 3 000 militaires. Mais on en a 10 fois plus. On devait avoir 2084, même pas, 2100, 2096 militaires et on en a 21 000, on en a 10 fois plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne comptent que sur le pouvoir, sur la force pour se maintenir au pouvoir. J'ai bien aimé cette photo que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux. Ce monsieur aborde déjà la casquette Ali Bongo 2023. Ça veut dire qu'il a prévu déjà qu'en 2023, il refera ce qu'il a fait en 2009 et en 2016. Donc, est-ce qu'on va être suffisamment intelligent pour se préparer, pour apprendre de 2016, pour voir qu'est-ce qu'il convient de faire pour le chasser du pouvoir? Parce qu'il connaît le cycle des élections. Régis nous a dit tout à l'heure que les législatives qui ont eu lieu dans les 2 autres pays précédents où il y a eu inversion de résultats, notamment au Congo-Brazzaville, n'ont été que des mascarades. Au Gabon, on se dirige vers quoi? Quand on regarde leur CGE qu'ils ont mis Commission gabonaise des élections, c'est déjà du n'importe quoi. Ils comptent comme opposition des personnes, quelqu'un comme Ranga Moussavou qui est vice-président avec son fils au gouvernement est considéré comme étant de l'opposition alors qu'il partage le pouvoir, alors qu'il est au pouvoir. Quelqu'un comme René de Mezo a fait allégeance à Ali Bongo, on le considère comme opposant. Monsieur Ndao, c'est pareil. Donc, on les compte parmi l'opposition et on a une opposition dite radicale et pas radicale. Un pays ne peut pas se développer sans un minimum de consensus sur la vérité. Mais tout repose sur le faux. Depuis le découpage électoral, les listes électorales, tout va reposer sur le faux. Donc, ceux qui ont choisi d'y aller, ils doivent se rendre compte qu'on ne joue pas le jeu de la démocratie en dictature. On joue le jeu de la démocratie en démocratie. En dictature, on comprend comment fonctionne la dictature et on met en place des stratégies pour arriver à bout. Mais on ne peut pas faire comme si on allait à des élections transparentes, venir demander des élections transparentes à des gens qui, depuis 28 ans, ont montré qu'ils sont incapables d'organiser une élection transparente, qui ne se maintiennent au pouvoir que par la fraude électorale et par la force. C'est à vous de développer des stratégies qui vous permettront de gagner. Et ce, quelle que soit l'élection. Donc, j'espère que vous êtes préparés pour cela. Parce qu'il faut qu'on comprenne qu'aucune élection ne conduira à l'alternance s'il n'y a pas une véritable stratégie de résistance contre la fraude électorale et surtout contre la répression mise en place pour taire toutes les contestations. Et je ne voulais pas terminer sans sans revenir sur ce cas où un jeune Gabonais est mort. Un enfant meurt de rage parce qu'il n'y a pas de vaccin. Ça, c'est le Gabon qu'on nous sert aujourd'hui, en 2018. Et c'est le Gabon dont je ne veux pas. C'est le Gabon contre lequel je me bats.
Et c'est le Gabon contre lequel nous nous battons, nous qui avons décidé d'entrer en résistance. Et c'est pour ça que je vous invite à des rencontres citoyennes. La dernière a eu lieu à Nancy au mois de mars, le 24 mars. Elle a été très enrichissante. On n'a pas publié les photos, on n'a pas publié le contenu parce que nous avons mené une réflexion des plus stratégiques. Et je veux remercier tous ceux qui ont fait le déplacement de Nancy parce qu'ils sont venus en s'étant préparés. Il y a eu des interventions vraiment de grande qualité. Nous mettons nos cerveaux à contribution, nous réfléchissons et nous trouverons les stratégies qu'il faut pour renverser cette dictature. Nous n'allons pas jouer son jeu. Nous ne sommes pas là pour la renforcer. Parce que toute élection en dictature, en réalité, renforce la dictature. J'entends les gens qui disent « Ah, mais vous voulez toujours boycotter. Le boycott a donné quoi ?» Et les élections ont donné quoi à part les morts? Elles ont donné quoi à part les morts? Qu'est-ce que les élections nous ont donné à part les morts? Et pour cette année, nous n'avons pas dit que nous voulons boycotter, que gens ils vont faire l'élection, machin. La résistance, c'est la désobéissance civile. Il est question de manifester à ce régime qui refuse de nous entendre par le vote, de trouver d'autres stratégies pour lui faire comprendre que nous ne voulons pas d'eux. Ils n'ont pas été élus, les Gabonais n'en veulent plus. C'est ce qu'on appelle la désobéissance civile. Et cette désobéissance civile est pacifique. Elle est non violente. Martin Luther King l'a fait aux États-Unis. Gandhi l'a fait en Inde. Elle est pacifique, elle est non violente. Même si eux, ils nous opposent la violence. J'ai lu quelque part, quelqu'un a osé écrire que la conférence nationale n'est pas arrivée par une révolution. Mais elle n'est pas arrivée par une élection non plus. Elle est arrivée parce que des étudiants gabonais ont grévé suite à une intoxication alimentaire et que le 17 janvier 1990, la police a fait une descente sur le campus. Des étudiants ont été frappés, des étudiantes violées à la matraque et qu'un étudiant a été tué au pavillon C qu'on a surnommé Soweto. Suite à cela, Omar Bongo a décidé de les dédommager d'une somme de 340 millions et c'est là que la santé, qui était déjà en grève, a renforcé sa grève en disant si on peut donner 340 millions aux étudiants, c'est qu'on peut améliorer les conditions de travail dans la santé. Et une fois que la santé a embrayé, l'éducation nationale aussi a embrayé et les autres administrations ont suivi et le pays a été bloqué. La dictature n'obéit qu'à la contrainte. À nous de réfléchir et de trouver les moyens pour la contraindre à nous entendre. Qu'elle entende que nous ne voulons plus d'elle. Et c'est pour cela qu'on vous appelle à la grève. Parce qu'ils sont en train de réduire vos conditions de vie. J'entends les Gabonais qui disent « moi je protège mon bout de pain ». Mais justement, ils vous ont réduit à protéger les bouts de pain. Mais si vous leur résistez et que nous changeons la gouvernance du pays, ce n'est pas le bout de pain que vous aurez, c'est le pain entier. C'est 2, 3 pains par personne, 10 pains par personne si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, on vous fait vivre avec des miettes. Et on vous a appris à vous contenter de ces miettes-là. Quand ils viennent dans les quartiers, vous donnez 1000 francs. Sachez que derrière, ils ont volé 1 milliard. Et vous, vos conditions de vie ne s'améliorent pas. Il n'y aura pas de sauveur. À chacun de prendre ses responsabilités. Vous pouvez vous organiser dans les quartiers. Le peuple doit s'autodéterminer. Vous pouvez vous organiser dans les quartiers. Organisez votre résistance pour que ce régime comprenne que vous ne pouvez pas vous résoudre à la pauvreté à laquelle il vous soumet et que vous aspirez à autre chose et que ce autre chose, vous êtes prêt à vous battre pour l'obtenir parce qu'ils ne nous donneront pas notre liberté. Ils ne quitteront pas le pouvoir volontairement. Ils ont trop à perdre et ils savent que la prison, la CPI les attendent si jamais ils décident de partir. Ils ne partiront que parce que nous allons les y contraindre. Donc voilà, merci beaucoup aux uns et aux autres. Et puis je vous fixe rendez-vous pour le prochain 30 minutes live le mois prochain. La prochaine rencontre citoyenne aura lieu le 30 juin à Perpignan. Donc vous aurez de plus amples informations sur le site www.laurencendong.com. Et merci à tous ceux qui suivent, à tous ceux qui soutiennent. Partagez le live, que ceux qui n'ont pas pu le suivre en direct puissent le suivre après. Je pense que nous avons eu des informations capitales, des informations importantes sur les processus électoraux en Afrique, notamment en Afrique francophone. Merci à tous. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu nous bénisse tous. Je vous aime. Merci. Afrique entière, sans bonne gouvernance, indiscipline, oui, à l'alternance démocratique et à l'Afrique. Lucha, Filimbi, rêver des indignés. Démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Oh. Fidèle Muchungu, Clément Mouchagaloussa. Démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Oh.
Félicité Irenge. Pas de démocratie. Au Togo, sans alternance. Brigitte Pas de Megavi. démocratie. Au Cameroun. Sans justice fiscale et au Bikoko. Pas de démocratie. Afrique entière. Sans bonne gouvernance. Indiscipline, oui. À l'alternance démocratique et à l'Afrique. C'était Kimengele. Maître Néné Bintou.